univers convergents, science, fiction, société. Le Ciné-Club. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action et c'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir, toujours aussi nombreux à l'occasion de notre nouvelle séance du Ciné-Club Univers Convergent au Grand Action. Le Ciné-Club Univers Convergent nous est présenté par le prestigieux IHP, Institut Henri Poincaré, dont je suis ravie d'accueillir la formidable directrice Sylvie Benzoni. Oui. Et ce soir, nous avons avec nous Adrien Rossille, chargé de médiation scientifique à l'IHP. Bienvenue, Adrien. C'est une joie de t'accueillir. Alors, deuxième séance de notre 7e et dernière saison, Sylvie. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette séance. Donc c'est effectivement notre dernier cycle de Ciné-Club sur le thème de la fin du monde, comme vous l'avez peut-être remarqué. Alors on aurait pu, pour être tout à fait raccord avec l'actualité, parler d'épidémiologie par exemple ce soir, mais non, en fait, pour se détendre, on va parler d'énergie fossile et de risques sismiques. Voilà. Et le nucléaire, ça sera pour la prochaine fois. Et ensuite, on aura des questions d'extraterrestres et tout. Voilà. Donc, je vous invite à regarder le programme si vous l'avez pas en tête. Et puis, pour ce soir, je vous souhaite une bonne soirée. Et effectivement, je remercie Adrien de prendre le flambeau, puisque Quentin Lazarotto nous... Voilà, et dans le Grand Nord. Ouais. Quentin Lazarotto est en Norvège. Il essaye de voir des aurores boréales pour nous faire saliver. Voilà. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Bon, alors Adrien, nous avons, comme d'habitude, j'ai tendance à dire, deux invités de marque ce soir. Oui, en effet, Isabelle, deux invités exceptionnels donc, pour parler du film Promised Land, que tu présenteras juste après moi. Donc, après la séance, il y aura un débat avec donc, Pierre Thomas, qui est là. Donc Pierre Thomas est géologue qui est professeur émérite à l'École normale supérieure de Lyon. Et avec lui, donc, nous aurons Stéphane Brûlé. Stéphane Brûlé est ingénieur géotechnicien et il est responsable d'une agence de travaux d'amélioration des sols qui s'appelle Ménard. Voilà. J'ai hâte de vous entendre, messieurs, après ce film. Alors, ce film est vraiment inédit dans la carrière de Gus Van Sant. Gus Van Sant, vous vous en souvenez, cher habitué du Ciné-Club Univers Convergent, dont nous avions déjà projeté Will Hunting avec déjà le même Matt Damon. Il faut dire que là, nous allons voir dans Promised Land la troisième collaboration Matt Damon-Gus Van Sant. Ça en dit beaucoup des liens qui unissent les deux hommes et c'est au titre de ces liens très, très, très proches que Matt Damon apporte le sujet Promised Land à Gus Van Sant. Au départ, en fait, Matt Damon voulait réaliser tout seul. Matt Damon est vraiment très, très, très engagé dans le combat écologiste. Et puis, après, problème de planning, et puis il s'est rendu compte que, c'est un sujet tellement important, il fallait le proposer à un réalisateur de la qualité de Gus Van Sant. Alors, Gus Van Sant, au début, est étonné. N'oublions pas que Gus Van Sant est le spécialiste de l'adolescence, Elephant, Paranoid Park. Il traite aussi souvent de la cause homosexuelle, Harvey Milk. Enfin, il est spécialiste du passage à l'âge adulte. C'est vraiment fin de l'adolescence, passage à l'âge adulte, c'est ce qu'il adore. Il adore les mutations chez les personnages. En fait, c'est un cinéaste de l'intime, Gus Van Sant. Donc, il nous a pas du tout habitués à traiter de ce type de problématique relevant du thriller écologique. Mais bon, lui aussi est très engagé dans la cause écologique et il vit d'ailleurs à Portland, dans un quartier dit apaisé, totalement écologique. Donc, il
il se saisit de ce sujet. Et là, du coup, il va adopter des méthodes qui ne sont pas les siennes. Il va travailler avec les comédiens. En fait, à l'issue des longues conversations qu'il a avec Matt Damon, il reprend un peu le projet qu'avait Matt Damon en utilisant des techniques de Terrence Malick. Il va travailler beaucoup aussi avec les habitants d'un village. Il va faire un casting de figurants. Vous allez voir 500 acteurs non professionnels qui sont là et il va vraiment les impliquer dans la réalisation du film. À côté de Matt Damon, vous avez Frances McDormand. Alors Frances McDormand, il y a un critique qui a dit Frances McDormand, c'est la femme des frères Cohen. Donc elle aussi, c'est un rôle dans lequel on n'a pas du tout l'habitude de la voir. L'implication de Matt Damon dans ce projet est tout à fait semblable à l'implication de Mark Ruffalo dans Dark Waters de Todd Haynes, que je sors demain sur cet écran. Alors là, c'est quand même un hasard incroyable du calendrier, puisque Quentin nous a proposé ce film bien avant que Dark Waters se soit daté, positionné. Et du coup, Dark Waters, que vous pourrez voir à partir de demain, c'est le même truc. Mark Ruffalo avait un projet, voulait le réaliser, s'est dit qu'il fallait un grand réalisateur, demande à Todd Haynes, qui n'avait jamais réalisé de thriller écologique, et du coup, c'est devenu Dark Waters. Alors cette fois-ci, c'est une histoire d'eau contaminée par Dupont de Nemours dans Dark Waters. Voilà, donc comme quoi, si vous voulez, ce qui veut dire que les réalisateurs, ce sont des réalisateurs indépendants, hein, Gus Van Sant, Todd Haynes, en fait, s'intéressent, sont pris en fait par ce mouvement mondial qui tend à mettre au premier plan la cause écologique. Et ça, c'est une bonne chose. Moi, je suis ravie que des grandes signatures s'emparent de ces sujets. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser avec Matt Damon et Frances McDormand. Excellente projection. You guys have closed more towns than the team behind you by triple digits. How do you do that? I grew up in a large farming community. Tractor pulls, cow tipping. We had a Caterpillar plant. My junior year, they closed it down. And that whole farming town fantasy was just shattered. I'm selling them the only way they have to get back. I am happy to announce we will be bringing natural gas to McKinley. I can't believe this is right outside the city. It looks like Kentucky. 2 hours outside any city looks like Kentucky. Are you the owner of this place? No. Well, how come you're doing all the work? You sign this lease, it gives us the right to drill on your land. A whole lot of money down there. That is true. How much you think? There's no reason your town shouldn't have a state-of-the-art high school. What kind of money are you talking about? You could be a millionaire. I thought it would be harder. It's too easy. Research say anything about an environmental presence here? No. Let me guess. 40, married, marketing, 2 kids. 38, stripper / waitress, but born to be a singer. Well, I'm a teacher. No, I was talking about me. Hi, everybody. I'm here because my farm is gone. The land just turned brown and it died. If it's happened to one of us, it can happen to all of us. The town is going to put it to a vote in 3 weeks. What the hell happened? You were supposed to get in, get out. Stephen and I can handle this, sir. I know everything about your company. I know what you do. You think Jab on his eggs? To beat you? Yeah. Hey, there she is. You ready to go? Yeah. This town, this life, it's dying. You all see it coming and you just don't get out of the way. We're not fighting for land, Steve. We're fighting for people. You ain't ever going to get what you came here to take from me. I don't even like the fact that you're here trying. You're a good man, Steve. I just wish you weren't doing this. We're a $9 billion company. Do you know what we're capable of? Do you? Donc la première question que je voulais vous poser, justement, c'est juste après avoir vu ou peut-être revu ce film, quel sentiment ça vous évoque? Comment est-ce que vous vous sentez tout de suite après la projection de ce film? Eh ben, on voit les pratiques, pour dire comme Georges Marchais, du grand capital. Voilà. Donc,
Il ne faut plus jamais croire personne, ni l'État, ni les grandes boîtes. Les nuages de Tchernobyl s'arrêtent aux frontières, le gaz de schiste c'est bon, le Roundup c'est bon, tout ça. Donc il faut faire appel à des gens, je ne sais pas quoi faire, mais ce n'est pas un film de géologie, c'est un film de société bien fait, ça se termine bien, c'est américain, il n'y a pas des violons mais des petites guitares. Ils se marièrent, ils furent très heureux. Et ils eurent beaucoup d'enfants, ce qui est très mauvais pour la planète. 2, ça va. 3, bonjour les dégâts. Eh bien, que rajouter après cette introduction? Eh bien, non, disons qu'effectivement, on est dans un contexte où il y a une prise de conscience quand même environnementale, et c'est une bonne chose à travers ce film. Et ça va ouvrir, je pense, pour cette soirée des débats qui sont intéressants sur, évidemment, là, c'est un héritage, un risque sur la réalisation de forages nouveaux. Mais on pourra aussi, par exemple, parler de l'héritage que l'on a d'un passé industriel lointain. Et cette pollution, elle n'est pas que celle qu'on peut provoquer par une exploitation à venir, mais on a aussi un passif environnemental qui n'est pas neutre. Et il vient en complément, bien sûr, de celui qu'il faut éviter d'avoir. Donc, eh bien, écoutez, on est prêt à recevoir vos questions sur ces thématiques et vous expliquer comment ça peut rebondir sur le quotidien. Alors donc le film commence à être vraiment politique et social, comme vous le dites, au moment où il y a au début une assemblée donc de toute la ville qui se réunit justement pour discuter du débat sur l'exploitation ou non du gaz de schiste dans cette ville. C'est là notamment que le prof de sciences commence à prendre parti. I'm sorry, but this thing here, it may not be the saving grace that you all want it to be. Now, Jerry started this thing off by saying natural gas coming in here is life-saving, and it is. It's a clean and efficient resource. But the way we go about getting it is some dirty business. Frank, with all due respect, I think you're And out the of your league. potential for error is just too high. Je me demandais, vous deux, si vous aviez été dans cette assemblée à ce moment-là, donc si vous aviez vécu dans cette ville, est-ce que vous auriez parlé à ce moment à vos voisins, à toute la ville, et quelle prise de position vous auriez eue? Bien, la question est importante parce que du coup, à titre personnel, je participe à un enseignement qui s'appelle la prise en compte du risque environnemental sur les projets d'aménagement. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que l'intérêt d'avoir ce débat, c'est d'amener les gens à avoir les éléments scientifiques les plus avancés pour pouvoir choisir. Et en ce qui concerne ma position, est plutôt claire. C'est de dire qu'effectivement, le choix qui est à faire pour l'aménagement du territoire, y compris ces sujets d'exploitation de la ressource, aujourd'hui, le public n'est pas dupe. Il peut se renseigner. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il le fait très bien. C'est parfaitement montré dans ce film. I've been doing a little research about all this, going online a little bit, and well, I've read all these rumblings how natural gas possibly contaminates water sources, you know, killing crops and whatnot. Yeah, I've read all that stuff too. Stories of people lighting their water on fire, people getting sick. Steve, that sounds nasty. Well, there are a lot of scare tactics at play here. Et je pense que on a une maturité qui permet d'avoir un débat qui est assez serein, avec des oppositions d'idées sur la question, mais je pense on a passé une époque nouvelle qui est celle de l'accès à un certain niveau de connaissance pour ceux qui veulent se donner la peine. Et je pense que le débat est beaucoup plus mûr. Et personnellement, je crois que j'aurais encouragé les gens à s'informer et à participer avec des arguments qui sont réalistes. Ouais, j'ai commencé à m'occuper des gaz de schiste, c'était Sarkozy qui était président, il avait accordé des permis d'exploration, essentiellement dans, on va dire, le sud de la région Rhône-Alpes, l'Ardèche, la Drôme et tout ça. Et donc, je me suis aperçu que les profs de SVT connaissaient vraiment pas grand-chose là-dessus. Et j'ai fait plein de recherches, c'est pas facile. Parce que si vous regardiez Total, tout était bien, si vous regardiez les écolos, tout était mal. J'ai bossé comme un fou. Et j'ai trouvé 5 arguments pour l'exploitation des gaz de schiste et 9 arguments contre l'exploitation des gaz de schiste. Donc, il y avait un référendum, je voterai non. Mais c'est pas tout blanc et tout noir. La première chose que je pourrais dire. Et la deuxième chose, c'est une certaine incohérence dans les gens. En faisant cette expérience, ce travail, il y avait plein de manifestations en Ardèche. Et j'ai vu que les gens ne
savait pas trop ce qu'il disait. Ça me remet en cause, moi, enfin pas moi personnellement, mais la faillite de l'éducation nationale. Beaucoup de gens n'ont aucune culture scientifique, et en plein dans les Cévennes schisteuses et micaschisteuses, il y a du micaschiste, donc ils disent schiste, ils pensent au gaz de schiste, alors qu'il n'y en a absolument pas sur leur paquet. Donc il faudrait vraiment éduquer les gens. Et nous, je me mets en cause, on a raté notre coup. Et deuxième chose que j'avais remarqué, c'est que les Dromois étaient contre les gaz de schiste, ils avaient raison, moi aussi. J'ai regardé les maisons individuelles de la banlieue sud de Valence, qui est la plus grande ville du coin. Et à la même échelle, avec Google Earth, à la même échelle, j'ai regardé la banlieue de Salonique, en Grèce. C'est pas le même climat, mais presque. À la banlieue de Salonique, toutes les maisons avaient, les maisons individuelles, je parle, sur leur toit, des panneaux solaires pour le chauffage de l'eau chaude. Sur Valence, aucune. Donc les Dromois sont contre le gaz de schiste, mais ils chauffent leur eau chaude sanitaire au gaz. Donc il faut que chacun raisonne et soit logique. C'est très difficile. Justement, est-ce qu'il y a une différence entre le gaz naturel dont on entend parler donc, comme l'une des ressources fossiles principales et le gaz de schiste? Pourquoi est-ce qu'il y a une appellation particulière pour ce gaz-là? Alors si on était scientifique et chimiste, on l'appellerait tous les deux de la même façon. C'est du méthane, CH4. D'ailleurs, tu as dit gaz naturel. À Lyon, ils viennent mettre des poubelles, des camions poubelles au gaz naturel. Ils mettent en gros gaz naturel. L'arsenic, c'est naturel. La ciguë, c'est naturel. Il y a plein de choses naturelles qui sont très mauvaises. Alors le gaz de schiste, c'est du gaz. Il n'est pas plus mauvais ni meilleur qu'un autre. C'est les méthodes d'extraction qui sont mauvaises. Ce n'est pas le gaz lui-même. Il est même moins mauvais que le gaz artificiel dans le temps. Dans le temps, quand vous voulez vous suicider au gaz, dans les vieux films, on voit ça, vous ouvrez le gaz, vous mettez la tête dans le four et vous mourrez asphyxié. Parce que le gaz qu'on faisait dans des usines à gaz, c'était un mélange de H2 et de CO, toxique. Le gaz naturel, qu'il soit de schiste ou pas de schiste, c'est pas toxique. Si vous mettez la tête dans le four, vous mourrez peut-être par absence d'oxygène, mais avant, il y a votre voisin qui va rentrer chez lui, qui va allumer la lumière, vous allez suicider tout l'immeuble parce que ça va exploser. Donc, le gaz de schiste, comme le gaz qu'on a tout, est moins nocif pour la santé que le gaz d'antan, qui était du gaz de synthèse. Et donc, le problème, c'est la fracturation hydraulique, donc... entre autres, et donc c'est ce qui est expliqué dans le film, donc dans la scène où le personnage de Dustin Noble présente avec la maquette de la ferme comment ça fonctionne, donc de manière très schématique et très sommaire bien sûr, et donc montre aux enfants en quoi, selon lui en tout cas, c'est problématique. So they shoot all this water and all this sand into the ground with the drill, and with all that, they also shoot chemicals. So when they finally start drilling, there's no way to tell where all those chemicals are going to go. So they start mixing with the dirt and the sand and the water. You want me to show you how bad it is to have all that dirty water come back up to the land in a pretty farm like mine? Yeah. Let's take a look. Yeah. All right, let me show you. Oh, no, I don't Don't worry about it, I got it. Trust me. All right, ready? Whoa! Wait. Why do you think it's cool? Come on, guys, we had all these beautiful animals like cows and horses and chickens. Stéphane Brûlé, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'il existe des techniques d'exploitation du gaz de schiste, mais même aussi d'ailleurs d'autres sources fossiles, qui sont respectueuses de l'environnement? Eh bien, le débat sur le gaz de schiste a été intéressant pour ça, c'est qu'il met en avant en fait une technique qui consiste à développer un puits, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un premier forage, ce forage n'a pas forcément une capacité à produire suffisamment, par la porosité naturelle de la roche, à amener suffisamment de gaz vers le puits d'extraction. Donc on utilise une technique qui est connue des pétroliers déjà depuis plus de 60 ans, qui consiste en fait à développer ce puits, et développer ce puits, c'est augmenter la porosité, et augmenter cette porosité, c'est faire en fait une fermeture en 2 points du forage et envoyer une pression relativement élevée. Cette pression est telle qu'elle est capable effectivement de provoquer une fracturation du terrain en plus de ce qu'il est déjà altéré, et voire même effectivement entraîner des soulèvements. Il faut que, pour que ce puits continue à se développer, il faut pouvoir injecter en fait également du matériau comme du sable pour que les fissures se referment pas une fois qu'on aura libéré la pression adjointe pour le développement, et donc injecter également beaucoup d'eau qui est associée à ce sable, etc. Donc la technique en elle-même, qui n'est pas récente pour l'occasion, elle existe dans le forage pétrolier, avec peut-être la différence que les forages pétroliers sont moins nombreux en quantité. Et dans des zones, effectivement, on faisait peut-être pas attention. Je rejoins sur ce que disait Pierre. En fait, la technique, elle n'est pas nouvelle.
On n'avait pas connaissance que ça se faisait déjà peut-être pour du forage pétrolier de façon régulière, et quelque part le débat du gaz de schiste a rappelé ce phénomène. Mais la densité, le maillage des forages pour le gaz de schiste est tel qu'on peut effectivement considérer qu'on a sur la nappe la ressource profonde, pas la ressource de surface, mais la ressource profonde. Étant donné qu'on modifie la perméabilité de l'ensemble du volume de terrain, on a de toute façon un impact sur cette porosité et sur la circulation des eaux en général dans un massif. Donc en termes de technique, pour l'instant, je dirais, c'est pas qu'il n'y a pas mieux, mais enfin c'est la technique qui est utilisée, comme on fait un forage d'eau. Un forage d'eau, quand on fait un simple forage pour prendre de la ressource en eau, souvent sa capacité de développement n'est pas assez, il faut utiliser des techniques pour augmenter ce débit, pour il soit productif. Donc ces techniques, on les a déjà pour la géothermie, dans certains cas, il y a des techniques de développement de puits qui sont des techniques mécaniques. Hélas, il y a des apports chimiques pour développer certains aspects, etc. Et est-ce qu'on pourrait s'en passer de ces apports chimiques ? Il y a une histoire de productivité et de rentabilité à un moment donné. C'est vrai que je pense que, très honnêtement, dans un forage qui est concerté et qui est plus organisé sur la démarche environnementale, il y a des alternatives qui me paraissent réalistes. Effectivement, on peut pas les dire ici parce qu'effectivement, il y a des critères de développement sur ce type de forage, mais toujours est-il qu'effectivement, la recherche, comme font des fois les Américains, c'est pour ça que le territoire est mité chez eux, c'est qu'effectivement, ils ont une production avec un nombre important de forages, avec une idée de tomber sur celui qui est le plus productif. Donc, ils font beaucoup de forages, en fait. Une façon de faire peut-être plus intelligente, c'est d'avoir une meilleure analyse de la ressource et avoir des actions qui seraient minimisées sur le terrain pour éviter, en fait, ce quadrillage systématique et, on va dire, cet impact qui est quand même pas anodin. Pierre Thomas, pourquoi est-ce que pour l'exploitation du gaz de schiste, enfin pour l'extraction en tout cas, est-ce qu'il faut avoir énormément de puits de forage sur une zone très réduite ? En fait, quand on regarde par exemple Google Maps dans certains coins du Midwest américain, on voit des puits de forage tous les 50 mètres ou 100 mètres, je ne sais pas, enfin vraiment très proches. Comment ça se fait que ce soit nécessaire d'avoir une concentration aussi dense ? Alors là, il faut savoir comment se fait le pétrole ou le gaz. Ça serait pareil pour le pétrole de schiste. C'est de la vase qui s'est déposée il y a, mettons, 200 millions d'années au fond de la mer. Dans cette vase, il y avait de l'argile, et puis il y avait, on va dire, des cadavres de plancton. Tout ça a chauffé, et le cadavre de plancton, c'est devenu du pétrole ou du gaz, suivant la température. Si cette roche, par nature, est relativement imperméable, mais des fois, la géologie lui a fait subir des avatars, et cette roche est devenue perméable. Et le gaz ou le pétrole sont spontanément partis. La croûte terrestre est pleine d'eau, c'est toujours mouillé. Le pétrole et a fortiori le gaz, c'est plus léger, donc il va monter. Et il va s'arrêter quand il va être bloqué par un phénomène géologique, et ça fera un réservoir. Alors il va être bloqué parce que, par exemple, au-dessus, il y a une couche d'argile, et puis dessous, c'est une couche de grès plein de pores. Donc, gaz ou pétrole se remplit tous les pores comme une éponge. Et là, il n'y a qu'à faire un trou et pomper. Mais des fois, le gaz ou le pétrole, il est resté dans ce qu'on appelle la roche-mère. Et d'ailleurs, on devrait bien mieux appeler ça du gaz de roche-mère que du gaz de schiste. Parce que ce n'est pas du schiste, en fait, c'est des black shale en anglais. Il n'y a même pas de mot en français pour les black shale. On doit dire argile noire. On devrait dire gaz de roche-mère. Des fois, le gaz ou le pétrole est resté là-dedans. Alors, si vous faites un trou, vous arrivez là-dedans, même si vous aspirez, vous allez assécher la roche sur, 1 mètre autour du trou. Vous allez recevoir, je ne sais pas, 2 mètres cubes de pétrole ou de gaz. Qu'est-ce que vous ferez avec ça? Donc, ce qu'il faut, c'est rendre la roche perméable, comme la nature l'a fait dans les gisements exploités depuis un siècle. Donc, pour ça, on fait un trou vertical. Ensuite, on fait en général un trou horizontal. On peut en faire plusieurs en étoile. Mais si vous partez à horizontal, vous faites un trou le plus grand qu'on peut faire, c'est à peu près 2000 mètres. Même pas. Comment? Voilà. Non, mais voilà, un fort horizontal. Voilà. Donc vous allez faire 2 km par là, 2 km par là, par là. Mais grosso modo, il restera plein de trucs entre les puits horizontaux que vous avez fait. Ensuite, vous cassez la roche en injectant de l'eau sous très forte pression. On la casse, je ne sais pas, sur 100 mètres autour, 200 mètres. Donc, et puis quand c'est fini, vous allez récupérer la roche sur 100 mètres. Là, le pétrole ou le gaz, c'est mieux que sur 1 mètre. Mais vous allez encore en laisser plein.
Donc il faut faire plein de pluie. Et c'est imiter le paysage. C'est une voilà. C'est regarder Google Earth, c'est affreux. À un moment, j'avais pris avec la même Google Earth, j'ai mis des points. En allant de chez moi à Fourvière, je crois que j'aurais croisé, calqué ça sur la ville de Lyon, j'aurais croisé 5 ou 6 puits de forage entre chez moi et Fourvière. Bonjour, si j'étais catholique, je voulais aller me recueillir vers la Vierge, j'aurais croisé des trucs, ça n'aurait pas été bien. Ça tombe bien, je ne crois pas à la Vierge. Mais enfin, et plus que la dégradation du paysage, ce qu'on voit dans le film, justement, donc les arguments contre l'extraction du gaz de schiste, c'est, il le cite, par exemple, des gens qui ont la canalisation d'eau qui prennent feu. Il y a aussi donc l'exemple avec les vaches mortes. Donc, si tout qui a était tout le long du bien film. fait, si les géologues avaient bien travaillé avant, ne s'étaient pas trompés. Les géologues sont parfaits, mais malgré tout, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Si la fracturation était restée dans la roche imperméable sans sortir à côté, si on avait pris toutes les précautions, je dirais qu'il y aurait 9 puits sur 10 qui ne poseraient pas de problème. Mais 1 sur 10 qui pose des problèmes, ou 1 sur 100 même, c'est pas grave. Mais aux États-Unis, on en a 50 000 ou 100 000 ou 200 000 puits. Si vous avez 1 puits sur 100 et qu'il y en a 200 000, ben, il y a forcément des problèmes. Donc, alors, il y a tous les problèmes de pollution dont on va parler, mais là, tu as peut-être d'autres choses à dire, non ? Quelque chose sur les pluies. Le forage pétrolier aux États-Unis, il se fait en grande quantité. Quand on est en Californie, notamment, vous avez plusieurs champs pétrolifères à côté de Taft, pas très loin de la faille de San Andreas. En fait, vous avez un forage tous les 10 ou 15 mètres. Et vous avez en fait des surfaces qui sont très importantes, et parfois le pétrole même se coule en surface. J'ai eu l'occasion de le vérifier l'année dernière. Donc ces questions d'exploitation, effectivement, elles sont un peu d'ordre général. Le gaz de schiste en révèle une particularité parce que effectivement, il intervient brutalement dans la société et puis avec peut-être une nécessité d'exploiter vite. Mais effectivement, la notion du prélèvement de la ressource avec les techniques qui sont, je ne vais pas dire pas adaptées, mais qui sont en grande amplitude de cette nature, ça pose de toute façon une question, mais elles ne sont pas récentes. Je pense que c'est une idée qu'il faut quand même avoir en tête, notamment sur les champs pétrolifères des années 70-80. Les pétroliers sont revenus développer les puits qu'ils avaient déjà réalisés sur des nouveaux champs. C'est-à-dire que la recherche de champs nouveaux s'est fortement réduite et on est revenu tenter de réexploiter des structures qui existaient déjà pour lesquelles on a utilisé des nouvelles techniques, soit plus de forage, des forages plus compétents, etc. Mais il y a déjà eu cette idée, on va dire, alors je vais pas dire un peu noble, mais de limiter en fait l'exploration et de créer des nouvelles structures de production et réemployer celles qu'on avait, et avec un taux de succès qui est quand même important. C'est que on parle des fois de production, on fait que 5 à 10%, 20% de prélèvement de ce qu'il y avait dans un champ pétrolifère, ce qui était peu en fait par rapport à la ressource, enfin, si on raisonne en ressources. Stéphane Brûlé, est-ce qu'il est possible de dépolluer les sols une fois qu'ils ont été attaqués ou pollués par l'exploitation de ressources naturelles ? Alors l'exploitation profonde comme ça pose un vrai souci parce qu'effectivement, si d'aventure c'est pas bien fait, et encore, je tiens quand même à dire que si, comme a dit Pierre Thomas, si on fait correctement, on peut quand même maîtriser un forage dans une certaine mesure. Mais en fait, le souci que l'on a plutôt dans les sols pollués, on a d'abord des problématiques de sols pollués sur les 10 premiers mètres, qui sont liés à l'activité industrielle que l'on a depuis longtemps. Et je vous invite à aller sur le site du BRGM qui est bien fait sur le sujet. On a à peu près 230 000 sites qui ont une activité historique pour lequel il y a éventuellement un impact en surface, mais lié à l'activité de l'homme en surface. Il y en a à peu près 4 000 qui sont suivis. Donc il y a une méthodologie française à laquelle je tiens beaucoup qui consiste à dire comme on ne pourra pas dépolluer les sols de surface par de l'activité industrielle, de fonderie, etc. ou tout autre site, c'est au moins de les répertorier et une fois qu'ils sont répertoriés, à minima les circonscrire et pouvoir donner des éléments pour les générations futures pour suivre cette évolution de la pollution. C'est une démarche qui peut paraître modeste, mais c'est une démarche qui est quand même importante, qu'elle permet finalement de faire un état des lieux, au moins de définir les zones et au pire se donner les moyens ou quand la technologie le permettra de dépolluer en grand volume. Dépolluer des sols en grand volume, ça coûte très cher pour les projets d'aménagement. Et les sites, quand vous construisez en zone urbaine, vous avez parfois une ancienne usine à gaz, comme disait Pierre Thomas. À Lyon, il y en a eu plusieurs. On a mis du temps à dépolluer ces sites. Il y a une dépollution qui est faite. C'est pas zéro polluant. Il reste un reliquat. On considère qu'il est acceptable pour la santé aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, on considérera que c'est pas assez, etc.
Donc ça progresse. L'héritage du passif, il est d'abord en surface. La pollution profonde, elle est plus délicate car elle n'est pas rattrapable facilement depuis la surface. On est trop profond. Si d'aventure il y en avait une. Mais en surface, on a des techniques, y compris techniques phytosanitaires à base de plantes, etc. Tout ce qui permet de capter les métaux, les polluants, ce sont des techniques qui existent, mais sont quand même très coûteuses et pour certains projets d'aménagement, ça peut condamner une réhabilitation. Je vais rajouter un truc sur la pollution. Quand, au début du XXe siècle, on faisait une usine à gaz, on ne savait pas que les cendres étaient... On ne s'occupe absolument pas de ça et on a fait des choses sans savoir. On a péché par ignorance. Maintenant, on sait. Ce n'est pas la même chose. Et puis le gaz de schiste a quand même deux choses que l'on sait ou qu'on soupçonne. D'abord, il y a la pollution à cause des choses qu'on met dans l'eau, qu'on injecte. Alors, quand on écoute Total, grosso modo, c'est de l'agar-agar, c'est très bon, c'est pas bon, ils en mangeraient à la petite cuillère, comme le glyphosate quand vous travaillez chez Bayer. Et il y a peut-être autre chose, mais c'est des secrets industriels, j'ai rien contre le secret industriel. Mais il y a un autre phénomène purement géologique, quand vous avez une roche, une argile noire, qui contient peut-être du pétrole ou du gaz. Pour des raisons géologiques, il y a toujours là-dedans des métaux lourds. Systématiquement, parce que les métaux lourds se complexent avec la matière organique, c'est comme ça. Alors les métaux lourds, quand vous avez des argiles noires en surface, eh ben, ça fait 20 000 ans qu'il pleut dessus. Les métaux lourds qui pouvaient partir, ils sont partis, et on n'en parle plus. Si vous fracturez une roche qui est pleine de métaux lourds, que vous faites exprès de faire circuler le maximum d'eau là-dedans, vous allez sortir ces métaux lourds, ça peut aller du cadmium à l'uranium, à tout ça. Si tout est bien fait, que c'est sorti, qu'on récupère, que ça fait baisser les bénéfices, mais tout le monde sait que faire baisser les bénéfices, c'est pas grave pour les actionnaires américains. Donc mais si tout n'est pas bien fait, il y aura forcément de ces métaux lourds qui vont sortir et polluer les ruisseaux partiront l'eau. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec le gaz de schiste. Il y avait une mine de zinc à côté de Decazeville qui a été exploitée, je ne sais pas, jusqu'en 1930 ou 40. Alors tous les déblais étaient mis en tas sur le bord de la... comme ça. Pendant 30, 40 ans, il n'a plu là-dessus, personne ne faisait d'analyse en 1930, et ce qui pouvait partir est parti. Bon. Puis on s'est mis à faire des analyses dans les rivières, ce qui était partable est parti, et donc les rivières étaient en dessous des normes, c'était très bien. Puis on a voulu faire un périphérique autour de Decazeville. Et les bulldozers et tout ça ont éventré les déblais de ces mines et ont remis à jour tous ces minerais de zinc. Alors, le zinc en lui-même n'est pas très mauvais, mais quand il y a du zinc, il y a du cadmium, et ça, c'est très mauvais. Donc ce cadmium est parti, personne n'y avait pensé, mais maintenant on a fait des analyses. Ça sautait dans un affluent du Lot ou du Tarn, je pense. Ça arrivait dans la Garonne, et dans la Gironde, il y avait des élevages d'huîtres. Et la teneur en cadmium des huîtres est montée, et on a interdit la consommation et l'élevage des huîtres pendant peut-être 20 ans. Et au bout de 20 ans, progressivement, ça a diminué, parce qu'il a plu, tout le cadmium qui pouvait partir est parti dans la mer. Et maintenant, depuis 2-3 ans, il y a réautorisation de faire des huîtres dans la Gironde parce que la teneur en cadmium de la Gironde est de ce niveau. Donc ouais, les métaux lourds, les gaz de schiste, ça va faire ça. Alors si on s'en occupe bien et si on double les prix de retraitement, ça ne sortira pas. Si on ne double pas les prix de retraitement parce qu'il y a un bilan à faire à la fin du mois, je ne garantis rien. Stéphane Brûlé, le film parle de la situation et du débat aux États-Unis. Je voulais vous poser la question, qu'est-ce qu'il en est en Europe et notamment en France? Déjà, est-ce que la France a des ressources de gaz de schiste ou de pétrole de schiste? Et bon, l'un ou l'autre. Et quelle est la position française et la position européenne sur le sujet? Alors, il y a des ressources potentielles, c'est-à-dire qu'il y a des circonstances géologiques qui font qu'il est tout à fait possible qu'il y en ait. Les deux gros endroits, je vais mettre un troisième après, les deux gros endroits classiques, c'est, on va dire, l'Ardèche, la Drôme et tout ce coin-là. Et pourquoi pas là où le Toarcien du bassin parisien est profond, donc sous la Champagne, on va dire. C'est pas exclu, c'est pas sûr. Il y a des forages pétroliers qui ont été faits, mais ils n'ont pas regardé la chose. On n'a jamais fait, à ma connaissance, de fracturation hydraulique dans ces coins-là pour voir si ça débitait bien. Donc il faut aller voir. Si vous vous rappelez, il y a une quinzaine d'années, la Pologne était très prometteuse en gaz de schiste. Et les Polonais avaient un intérêt, je dirais, politique, mais au sens presque noble du terme, c'est que tout leur gaz, ils l'importent de la Russie. Et les Polonais et les Russes, c'est des ennemis héréditaires. Les Russes peuvent couper d'un coup le robinet de gaz.
Et les Polonais disent, si on a du gaz chez nous, on ne va quand même pas en acheter aux Russes pour être indépendants. Et là, il y a eu des recherches. Et ben, c'était prometteur, et ben, c'est loupé, il n'y en a pas, ou très peu. Donc, ce n'est pas parce que c'est prometteur, hein, il y a certains candidats qui sont prometteurs à la présidence de la République, puis qui arrivent au pouvoir, s'aperçoit que ce n'est pas exactement ce qu'on pensait. Et puis, il y a une troisième source de gaz potentiel, ce n'est pas le gaz de schiste, mais c'est le gaz de houille. Quand vous avez du charbon, tout le monde sait qu'il y a du gaz, c'est le même, hein, c'est CH4, le méthane, les mineurs appellent ça le grisou. Et là, il n'y a même pas besoin de faire de fracturation hydraulique, parce qu'en général, le charbon est tellement fracturé que ça sort tout seul. Je connais des puits de mines abandonnés dans le nord, noyés, parce qu'il y a le trou, c'est plein d'eau, il y a des bulles qui sortent. C'est le méthane qui sort spontanément. La mairie a mis une cloche en plexiglas autour, ils récupèrent le gaz et ils chauffent avec ça la piscine, l'école, et des choses comme ça. Il y a des gens qui voudraient récupérer ce gaz de houille qu'il peut y avoir sous Saint-Étienne, etc. Mais là également, il y a une opposition des gens parce que les gens confondent tout. Il n'y a pas besoin de fracturation pour le gaz de houille. Sur ce, est-ce bien d'augmenter la combustion des ressources fossiles quand on dit qu'il faut baisser le CO2 pour le climat? Donc c'est un autre problème. Le gaz de schiste, c'est du gaz, c'est moins pire que le charbon, mais c'est pas si bon que ça quand même. Donc, en France, alors en Europe, sur les lois, il n'y a que l'Angleterre qui envisage de le faire. Boris Johnson, je ne sais pas ce qu'il veut, mais de toute façon, il ne faut pas le croire. Alors, s'il dit quelque chose, a priori, il fera le contraire. Je ne sais pas ce qu'il dit. Non, mais bon, pas la ressource, mais on a le bénéfice quand même d'avoir des contre-analyses scientifiques qui sont sérieuses. C'est ce qui, je pense, fait la différence par rapport à ce qu'on a aussi vu dans le film, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir des organismes, bon, le BRGM entre autres, l'ADEME, des organismes de cette nature-là qui sont quand même très très sérieux scientifiquement et qui produisent des rapports de qualité qui permettent quand même dans le débat de peser en fonction du choix ou non en fait d'une zone prioritaire dans une éventuelle exploitation. Voilà. Là, je pense que c'est un atout qui est dominant et je pense que dans la discussion c'est quelque chose qui pèse aussi favorablement et qui peut aller vers tempérer finalement des sujets d'exploitation. Et est-ce qu'il y a un souci de forêt dans des zones sismiques? Par exemple, vous citiez la Drôme, l'Ardèche. On sait que même si ce n'est pas des séismes très violents, il y en a quand même régulièrement dans le coin. Est-ce que ça pourrait causer des graves problèmes si on extrayait des ressources dans ces endroits? Eh bien, en fait, le débat est vraiment d'actualité. Pour ceux qui ont un petit peu suivi le séisme du Teil, du coup, en Ardèche, du 11 novembre, autour de midi, le débat a été un petit peu, comment dirais-je, abordé tout de suite, finalement, dans l'idée d'une éventuelle cause anthropique, finalement, de la manifestation de ce séisme, c'est-à-dire une exploitation un petit peu lourde d'extraction d'une carrière qui se situait juste à côté. En fait, hein, la zone de carrière qui est à côté du Teil est recoupée par le réseau de failles qui sont un petit peu en jeu dans le mécanisme. Et donc, il a été évoqué éventuellement qu'une décharge importante de la partie qui s'est d'ailleurs soulevée, il y a à peu près 10 cm de soulèvement vertical au Teil, sur une faille qui est plutôt limitée, elle est kilométrique. L'emprise est visible par une image interférométrique qui montre les déplacements avant-après. Donc, c'est une zone qui est plutôt limitée en extension, c'est de l'ordre de quelques kilomètres. Et on a évoqué l'idée que, éventuellement, peut-être l'exploitation de la carrière avait libéré un petit peu les contraintes et éventuellement provoquer un déplacement le long de cette pré-fracturation. C'est encore un article va paraître dans quelques semaines par l'équipe qui a refait de la mesure sur le terrain, donc une équipe de ISTER à Grenoble. L'article est en rédaction, donc on va peser effectivement l'apport de l'aspect naturel, l'état de contrainte naturelle et libération éventuelle par un effet anthropique et discuter. On connaît quelques cas de figure, notamment à Bâle en Suisse, on pense qu'il y a un forage pour lequel effectivement il y a eu une exploitation de cette nature. Alors évidemment, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à partir du moment où on met deux paquets, finalement c'est deux systèmes hermétiques qui bloquent la circulation et qu'on injecte assez violemment pour ouvrir la fissuration sur une distance de 100 ou 200 mètres, quelque part on joue sur l'état de contrainte naturelle qu'on a sur une faille préexistante. Et le fait de libérer ces contraintes, en tout cas localement, ça peut donc provoquer un rétablissement des contraintes et un déplacement associé sur des micro-zones. Ça ne cause pas le séisme, ça le déclenche. Le séisme du Teil, il serait peut-être déclenché dans 200 ans.
Et peut-être que l'exploitation de la carrière et l'allègement d'un compartiment a fait que ce compartiment est monté. Si vous faites ça au milieu du bouclier canadien, vous aurez beau décharger ce que vous voudrez, comme il n'y a pas de contrainte, vous ne ferez rien. Je vais proposer maintenant donc au public de poser ces questions à Stéphane Brûlé et à Pierre Thomas. Donc levez la main si vous avez envie de poser une question et je vous passerai le micro. Oui, à un moment donné, le héros se fait l'avocat du diable en disant si vous êtes contre le gaz de schiste, dites que vous êtes pour l'exploitation du charbon, du pétrole, etc. I'd just like everybody to keep something in mind here. There's no such thing as a neutral position here. If you are against this, you are for coal and oil. Period. I mean, unless we talk about cutting consumption, and so far that's a conversation none of us want to have. Steve, I just came here to point out that this issue is a bit more complicated than it seems. Donc ma question, c'est un peu, quelle serait un peu la hiérarchie de l'utilisation des différentes sources d'énergie, lesquelles sont les moins polluantes. Encore faut-il qu'on sache traiter, je dirais, toute la chaîne, y compris les résidus, démanteler une centrale atomique. Moi, ce que j'en sais comme public béotien, mais enfin bon, il semblerait qu'on ne sache pas très bien comment démonter intégralement une centrale et ensuite que faire des résidus, ça c'est clair, le problème est posé. Donc ça serait un peu cette question-là, qui est, bon, et en même temps, alors, sauf peut-être l'énergie blanche, effectivement, mais en même temps, les barrages, parfois, sont assez contestés aussi. Enfin, voilà. Enfin, je vous renvoie à la question de l'avocat du diable. Si vous passez au point de vue gaz carbonique, donc effet de serre. La pire, c'est le charbon. Moins pire, le pétrole. Moins pire encore, le gaz, qu'il soit de schiste ou pas. À joule produit égal, c'est-à-dire par calories pour parler comme sur les paquets de biscottes, le charbon fait 2 fois plus de CO2 que le gaz, et 1,5 fois plus que le pétrole. Il y a un autre problème pour le gaz. Quand vous faites un puits de pétrole ou de gaz, il y a toujours des fuites, c'est inévitable. S'il y a un puits de temps en temps, vous avez une fuite de temps en temps. Si vous avez des puits partout de gaz, vous allez multiplier les fuites. Et là, ça ne sera pas l'effet de serre à cause du CO2, parce que vous aurez brûlé le gaz, ça sera l'effet de serre à cause du méthane qui sera sorti. Or, le méthane a un effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2. Donc là, c'est un inconvénient spécifique au gaz en général, et de schiste en particulier, parce que vous multipliez les puits. Sinon, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Par exemple, là, je suis venu de Lyon, j'ai pris le train. La semaine dernière, je suis allé à Limoges. Je n'ai pas pu prendre le train, parce que pour faire Lyon-Limoges en train, il faut passer par Paris, changer de gare et tout ça. Donc, à cause des pouvoirs publics, de nos chers dirigeants, depuis 40 ans, ferment les lignes de chemin de fer, j'ai pris ma voiture. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc ne fermez pas les petites lignes de chemin de fer. C'est une image, mais il y en a plein d'autres choses à ne pas faire. Bonsoir. Merci pour le choix du film et des débats. J'avais juste 2 points que je voulais aborder avec vous. À qui voudra. Déjà, je ne suis pas d'accord avec vous en disant que vous dites ça se termine bien, parce qu'il y a des personnes qui vont se retrouver au chômage, et d'ailleurs, à la fin du film, il y en a un qui se fait licencier. Donc là, c'est un vrai sujet. Non, de société. C'est vrai qu'entre économie et écologie, c'est un vrai sujet. Ensuite, je voulais soumettre cette question... ensuite, je voulais vous poser la question, pourquoi en France on n'a pas développé le gaz de schiste, et pourquoi aux États-Unis il y a. Ça sera ma question. Après, je voulais juste terminer et vous rendre le micro. C'est bien de voir un film, ça fait réfléchir. Après, je pense que c'est pas mal aussi d'agir, et on ne sait jamais par où il faut agir. Donc là, moi, je vais juste lancer un appel. Il y a des choses qui se passent à Paris en ce moment qui s'appellent la fresque du climat, qui est une vraie prise de conscience sur des notions scientifiques et écologiques. Donc, il s'agit de climat, donc comme dans le film, d'eau, de ressources de la terre et des animaux, etc. Mais il y a aussi des fresques de l'informatique, du numérique, et aussi des fresques de la pollution. C'est juste des gaming, et je trouve que c'est très intéressant d'aborder ce sujet-là par un gaming. Voilà.
Et vous faites ça sur, non pas Google, mais Quant ou je ne sais pas quoi, et vous trouverez ces informations pour vous impliquer. Merci. Rapidement, pourquoi en France ça marche? Bon, il y a eu une opposition populaire. Quand les gens ont découvert dans la Drôme, l'Ardèche, qu'on allait faire du gaz de schiste chez eux, souvent ils l'ont appris par la presse, le maire l'a appris par la presse, et il y a eu un rejet, plus instinctif que raisonné au départ, et puis ensuite ça a été raisonné. Il y a une autre raison qui est plus, on va dire, légale. Depuis Colbert, repris par Napoléon, en France, on n'est pas propriétaire du sous-sol. Aux États-Unis, on est propriétaire du sous-sol. Si il y a de l'or dans ton jardin, alors je ne connais pas les textes, jusqu'à quelques mètres de profondeur, tu peux à la rigueur le prendre, mais dès que c'est plus que, dis n'importe quoi, 5 mètres, c'est l'État qui est propriétaire. Si tu veux l'exploiter, tu te demandes une concession, tu vas recevoir ensuite une indemnité, et c'est l'État qui est bénéficiaire. Donc le propriétaire de base n'a pas un gros intérêt à exploiter du gaz de schiste chez lui. C'est tout à fait l'inverse aux États-Unis, où tu es propriétaire, pas une tranche, un cône de terre qui va jusqu'au centre de la terre. En s'amincissant, là, comme ça. Après, là, si on faisait en France, tu vas rencontrer ceux qui viennent de Nouvelle-Zélande de l'autre côté. Donc ça, c'est une différence majeure. Le paysan américain a intérêt financier à avoir du gaz de schiste chez lui, pas le paysan français. Je rebondis sur un élément qui a été évoqué, sur l'utilisation de gaz pour les véhicules. Il y a un procédé de méthanisation qui existe, on peut créer du méthane à partir d'éjection ou tout ce qui est issu de l'agriculture notamment. Est-ce que c'est une solution qui est viable ? Et pourquoi on ne se retourne pas vers ça plutôt que penser à la fracturation qui visiblement n'est pas forcément la panacée ? Merci. Oui, voilà, ça sera un problème de quantité parce que quand c'est possible, c'est fait. Par exemple, sur les centres de stockage de déchets ménagers notamment, pour lesquels il y a aussi une partie végétale et autres, les centres de stockage d'ordures ménagères, pour faire large. On a installé, quand c'était possible, a posteriori, en fait, des puits de biogaz, on appelle ça, c'est-à-dire que ce volume de matériaux qu'on a mis des fois sur 30 à 40 mètres d'épaisseur, quand il n'est pas sous la nappe, en fait, il va une putréfaction qui va se faire. Et on peut récupérer en fait ce biogaz qu'on utilise pour des usages souvent locaux, à l'échelle d'une commune, etc. Donc ça produit une quantité qu'il est bon de récupérer parce qu'évidemment c'est un cycle vertueux. Mais en fait on va être un petit peu heurté par des problèmes de volume, je pense, par rapport à l'idée. Mais l'idée effectivement elle est là. Mais ça sera par rapport à nos besoins en consommation quotidienne à l'échelle planétaire, ça reste assez peu pour l'instant. Les gens n'avaient que comme source d'énergie un peu de moulin à vent, un peu de moulin à eau, et puis sinon c'était de l'énergie biologique, hein, c'était le cheval et tout ça. Et le progrès avec des guillemets, le bien-être est venu quand on a eu de l'énergie qui était autre chose que de l'énergie biologique, que ce soit du cheval qui mange de l'herbe, etc. Donc il faut faire des économies, et c'est très difficile de faire des économies sans diminuer notre niveau de vie, mais notre qualité de vie, il faut diminuer notre niveau de consommation sans diminuer notre qualité, c'est pas facile, mais le biogaz et tout ça, je sais pas, ça ne dépassera pas 10% de la consommation de gaz, même pas, c'est toujours bon à prendre, il faut le prendre, mais ça suffira pas. Et puis la principale ressource, a priori les plus grosses centrales, c'est les fermes, type ferme aux 10 000 vaches. Alors déjà que ça fait de la viande dégueulasse, que les véganes n'en veulent pas, je pense que les fermiers qui ont une grosse ferme à 10 000 vaches, ils gagnent plus d'argent avec le méthane qu'avec le beefsteak. Mais ce n'est pas une solution d'élever des vaches pour faire du méthane. Alors on m'a dit que vous n'aviez pas très faim, donc on va prendre une dernière question rapide. 2 dernières questions rapides. Merci, coup de chance pour moi. Bonsoir, j'ai lu qu'en 2050, suite à une convention signée par la France, on allait arrêter la distribution de gaz et de gaz domestique. J'ai entendu ça sur France Culture le matin, et la personne qui le disait c'est parce que le gaz est très très polluant, en parlant du gaz qu'on utilise domestiquement. Alors j'ai cru moi je ne savais pas que le gaz était polluant à ce point-là et dans quelle proportion. J'aurais voulu savoir si par vos connaissances vous saviez ça et si on nous proposait autre chose. Non.
Alors, je ne connaissais pas cette Il mesure. paraît que c'est une convention pour le climat qui a été Oui. signée par Alors, la France. la convention pour le Européenne. climat, c'est qu'il faudrait qu'en 2050, la France soit neutre en gaz carbonique ou en gaz à effet de serre en général. C'est-à-dire qu'elle ne produise pas plus de gaz à effet de serre que la nature peut en absorber, sachant que la nature ne peut pas en absorber beaucoup. Parce que quand vous faites pousser un arbre, il absorbe du gaz carbonique. Puis quand l'arbre il est grand, il arrête de grandir, il meurt, et il libère son gaz en mourant. Il pourrit les champignons, il va libérer son... Si vous voulez absorber tout le gaz carbonique produit par les centrales, il faut que la forêt, enfin la centrale, les cimenteries, les voitures et tout, mettre de la forêt partout. Donc on ne mangera plus que des sangliers, comme Astérix. D'autant plus que si on augmente la surface forestière, on va diminuer les surfaces agricoles. Si on diminue les surfaces agricoles, comme on dit, il faut faire moins d'engrais, moins de pesticides, on va diminuer le rendement. Peut-on à la fois diminuer les rendements et diminuer les surfaces agricoles? D'autant plus qu'en France, il y a une chose à laquelle on ne touche pas, c'est la FNSEA. Or, un des grands pièges de gaz carbonique, c'est piégé dans le sol. Alors là, il y a une grosse réserve. Mais ça fait 50 ans qu'on laboure profond, donc on oxyde le sol et qu'on libère du gaz carbonique. Si on arrêtait les labours profonds et on arrêtait de mettre des nitrates, qui est un oxydant violent, ça serait mieux. Mais c'est la neutralité carbone. Vaut mieux se chauffer au gaz que se chauffer au fioul pour la pollution au CO2. S'il n'y a pas de fuite, parce que des fuites de fioul, c'est pas très grave, du fuite de méthane, il va dans l'atmosphère, 20 fois plus efficace que le CO2 en effet de serre. Non, mais tu as peut-être autre chose à répondre. Non, j'ai rien à dire sur cette disposition. Je rebondis sur la question, effectivement, un petit peu indirectement des pesticides. C'est l'ordre de grandeur des enjeux est parfois troublant, effectivement, quand on présente cette question du gaz de schiste, par exemple, pour rebondir avec ça, c'est que, bon, par exemple, sur certains territoires, y compris français, notamment aux Antilles françaises, quand vous faites de la ressource en eau, vous avez besoin de forêts pour prendre de la ressource profonde, ben souvent vous avez un impact des pesticides qui est relativement profond déjà dans la contamination du terrain, même au-delà de 100 mètres ou 200 mètres de profondeur. Donc quand il s'agit de trouver de la ressource neutre, déjà, pour l'exploitation, la potabilité, l'eau de potabilité, c'est déjà compliqué. Donc l'enjeu, c'est vrai qu'à travers ce film qui nous fait prendre conscience en fait des problématiques de techniques industrielles qui peuvent impacter l'environnement, je crois que le débat, il mérite d'être refocalisé aussi sur tout cet héritage que l'on a, y compris sur l'utilisation de produits de toute nature en surface qui se retrouvent forcément dans les aquifères à un moment donné et qui nous posent aussi problème indépendamment de ces sujets. Très rapidement, vous avez évoqué les forages horizontaux. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que j'ai entendu dire qu'on pouvait aller piquer chez le voisin, chez les Américains, là. Mais comment est-ce que ça se passe? Parce que le train de tige, il tourne comme ça descend, et après, comment il va horizontal? Eh bien, les techniques, vous jouez sur des tiges spéciales avec des tiges qui sont plus lourdes par endroit, et pour créer un balourd, et vous créez aussi une pression sur l'outil. La pression sur l'outil que vous appliquez peut être aussi importante, et ça vous permet d'avoir une directivité qui est assez maîtrisée. Vous pouvez mettre des angles sur un tige, comme une rotule. Voilà, vous pouvez mettre une rotule, effectivement, qui vous permet pour des recherches plus sophistiquées, mais la courbure peut être suffisante, effectivement, rien que sur cette approche. Sans rechercher pour ces techniques-là, tous les gens qui posent des réseaux enterrés en ville, des petites machines de forage, posent vos réseaux dorénavant avec des techniques sur quelques mètres de distance, une dizaine de mètres, font des passages sous la route avec des petites foreuses pour faire du forage incliné. Ça n'est plus que du domaine pétrolier que ça se fait d'ailleurs beaucoup plus maintenant pour passer de la fibre optique sur des zones, effectivement, avec des techniques de cette nature. On joue beaucoup sur la pression sur l'outil. Merci beaucoup Stéphane Brûlé et Pierre Thomas d'avoir répondu à toutes nos questions.